Bonjour à tous, merci Olivier pour l'invitation. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail réalisé en collaboration avec mon collègue Jean-François Audy de l'UQTR, un autre postdoc qui est Omar. Ce projet, il est mené en collaboration avec ou en partenariat avec Arsenault, qui est une PME spécialisée dans le balayage printanier, et le ministère des Transports du Québec. Alors, euh, le balayage printanier, il consiste à nettoyer les abrasifs, comme le sable et le gravier, qui ont été épandus sur les routes pendant l'hiver pour assurer l'adhérence et la sécurité. Cette pratique, elle est courante dans les pays aux hivers rigoureux comme le Québec. Les opérations, généralement, elles commencent dès que les températures restent constamment au-dessus de zéro, donc au printemps, là, comme dès que, il fait beau. Le jour comme la nuit, il ne faut pas que la température soit en bas de zéro. Pourquoi le balayage printanier est-il si important? La sécurité est la raison principale. Donc, les abrasifs utilisés en hiver, c'est important pour la sécurité, mais ils peuvent devenir un danger lorsqu'ils s'accumulent et puis quand il fait plus froid. Ça affecte l'adhérence et ça augmente le risque d'accident. De plus, ces matériaux, si on les garde, ils peuvent endommager l'infrastructure routière. Donc, leur élimination contribue à préserver les routes. Et si ces matériaux ne sont pas retirés, ils peuvent contaminer nos cours d'eau, nuisant à l'environnement. Donc, le balayage printanier, joue un rôle crucial dans la protection de nos écosystèmes. Le balayage printanier contribue aussi à la propreté et à l'esthétique des villes et des communes. En résumé, pourquoi c'est important? Ben, il assure la sécurité, il protège l'infrastructure, il préserve l'environnement et il contribue à à la propreté. Alors, je vais parler du cas du Québec, puisqu'on est au Québec. Donc, la responsabilité du balayage printanier au Québec, elle est partagée entre les organismes provinciaux et les organismes municipaux. Si je considère le ministère des Transports du Québec, il gère les routes provinciales, donc les autoroutes et toutes les routes à trois chiffres, tandis que les conseils municipaux, ils sont responsables des routes municipales. Le balayage est effectué par des entreprises privées et ils sont sélectionnés par un appel d'offres. Dans cette présentation, parce qu'il y a des contraintes différentes dépendamment est-ce qu'on est dans les municipalités, dans les villes ou bien sur les autoroutes et les routes provinciales. Dans cette présentation, je vais me concentrer sur les routes provinciales qui sont sous la responsabilité du ministère des Transports. Comme j'ai dit, c'est une entreprise qui va faire le balayage. Le principal défi pour l'entreprise qui remporte le contrat, et de transformer la complexité là qu'on voit sur la carte de gauche en une organisation structurée et efficace comme celle qu'on voit sur la droite. Le contrat là qui est gagné, il spécifie un certain nombre de segments de routes à balayer. Ces routes ne sont pas connectées, ces segments ne sont pas connectés. Ils sont indiqués par des cercles ici sur cette carte à gauche. Puis l'entrepreneur, il doit déterminer les itinéraires les plus efficaces pour accomplir ces tâches dans les plus brefs délais. Pourquoi les plus brefs délais? Le contrat stipule bien sûr un délai. En plus, il y a des coûts et lui, il a une marge de profit très fine là, puis il doit le faire, il doit minimiser ses coûts, le faire le plus tôt possible. Alors, euh, c'est un large réseau, c'est un grand réseau. Il y a de nombreuses contraintes, des contraintes de ressources, des contraintes logistiques. Il y a des obligations contractuelles, il y a des coûts fixes et variables en jeu, une petite marge de profit, comme je viens de mentionner. Prendre tout ça en considération et déterminer les routes manuellement, c'est une tâche qui est assez ardue si on veut le faire manuellement. On a donc besoin d'un système d'aide à la décision qui permet d'automatiser cette tâche pour optimiser les coûts et améliorer l'efficacité opérationnelle. Puis notre projet, il vise à développer un tel système. Donc ça, c'est pour l'introduction et pour la mise en contexte là,
qu'est-ce qu'on considère et pourquoi on le considère. Alors là, je vais parler un petit peu plus des aspects recherche opérationnelle. Donc, comment modéliser le problème, puis qu'est-ce qu'on propose pour le résoudre, puis je vais présenter quelques résultats numériques. Alors, j'ai commencé par la modélisation. Donc, la modélisation la plus intuitive pour ce problème, c'est une formulation par arc. Alors, nous disposons d'un ensemble d'arcs représentant les segments d'autoroute et des routes non autoroutes, là, les routes provinciales à trois chiffres, à balayer, qui sont indiquées en rose, là, sur la figure. Donc, les autoroutes, elles doivent être balayées la nuit pour minimiser les perturbations du trafic tandis que les autres routes peuvent être balayées de jour comme de nuit. Et donc, pour chaque arc, nous connaissons le temps nécessaire pour le traverser, hein, sans le balayer, et aussi le temps nécessaire pour le balayer, qui est plus long, bien sûr. Nous avons également un certain nombre de quarts de travail, donc un ensemble de quarts de travail. Et puis chaque quart de travail, il a une durée maximale. Pendant ces quarts de travail, ben, le balayage il peut être effectué. Alors, les variables de décision pour cette formulation par arc sont des variables binaires qui indiquent si un arc est traversé pendant un quart donné, puis la position dans le quart, puis aussi s'il est balayé, s'il est traversé, s'il est balayé, si un quart est utilisé. Je rappelle qu'on veut aussi minimiser le nombre de quarts là. Et le moment de la traversée ou de balayage et le moment du fin de quart. Alors, l'objectif est de minimiser le temps total des opérations et le nombre de quarts. Et c'est ça en gros. Donc, il y a plusieurs variables. On a regardé le nombre d'indices. Donc là, cette modélisation, elle est très intuitive, mais elle nécessite un grand nombre de variables, ce qui la rend difficile à résoudre, même pour des petites instances. Donc, par exemple, nous avons fait des tests préliminaires. Donc, pour des instances avec aussi peu que 24 segments à balayer, Simplex n'a pas été capable de trouver une solution entière en 2 heures. Donc, cela souligne la nécessité de développer des approches plus efficaces pour résoudre ce problème. Alors, nous avons essayé de travailler un peu sur la formulation. Donc, au lieu d'utiliser une formulation par arc, la formulation intuitive, donc nous pouvons reformuler le problème en utilisant une formulation par nœud qui est un peu plus compacte. Alors, dans cette approche, ben, c'est une approche classique, là, comme on n'a pas inventé des choses. Donc, supposons que ce qu'on voit ici en rose sont les arcs à balayer. Donc, à chaque arc à balayer, on associe un nœud. Donc, les nœuds ici vont représenter les segments de route à balayer et les arcs vont représenter le chemin le plus court entre chaque paire de segments. Donc, à chaque segment, donc, à chaque nœud, on va associer la durée de service. Et puis, à chaque arc, donc, on va associer la longueur de laquelle ou à partir de laquelle on peut déduire le temps nécessaire pour aller d'un segment à un autre. Donc, avec ça, avec cette nouvelle formulation par nœud, on peut réduire le nombre de variables de décision, donc à des variables binaires qui indiquent si un segment est balayé après un autre pendant un certain quart de travail, et puis seulement des variables continues qui indiquent le moment d'arrivée de la flotte de balayage à un nœud donné. Donc on voit que le nombre de variables, il est réduit drastiquement. Alors, cette diapositive, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle présente le modèle mathématique complet. Donc, il y a des contraintes, je vais aussi parler des contraintes un peu plus en détail. Donc, il y a des contraintes qui garantissent que chaque segment requis dans le contrat, il est balayé pendant un quart de travail approprié. Je rappelle, la nuit pour les autoroutes et soit le jour, soit la nuit pour les autres routes. Le modèle inclut également des contraintes qui assurent la connectivité des routes et la coordination des quarts de travail. En fait, chaque quart de travail, ben, il correspond à une route qui doit commencer et se terminer à un dépôt. Ces dépôts, c'est là où les équipes sont changées. Donc, le quart de travail suivant,
il doit commencer là où le précédent s'est terminé. Donc, il y a une certaine interdépendance entre, il y a plusieurs dépôts, puis il y a une certaine interdépendance entre les dépôts et les quarts de travail. Ensuite, il y a aussi ces contraintes qui tiennent compte du temps écoulé et qui garantissent que la durée maximale des quarts de travail, n'est pas dépassée. Alors, la fonction objectif de notre modèle est de minimiser le coût total, qui est la somme des coûts variables et des coûts fixes. Le coût fixe, c'est dès qu'un shift est utilisé. Donc, minimiser ce coût, ça permet de minimiser le nombre de cas. Et les coûts variables, ils dépendent de la durée du déplacement, de la durée des déplacements, donc des trajets. Donc, nous visons à réduire, en minimisant ces coûts, nous visons à réduire le temps total des opérations et le nombre de corps, de travail. Alors, alors là, cette formulation, donc malgré son efficience supérieure par rapport à la formulation, par arc, sa résolution reste un défi car le problème, c'est une extension du problème de tournée de véhicules. En effet, si on enlève là, supposons qu'il n'y a pas d'autoroute, puis qu'il y a juste un seul dépôt, pas plusieurs, on se retrouve avec un problème de tournée de véhicules classique, en considérant les shifts comme des véhicules, ou les quarts de travail comme des véhicules. Alors, cela dit, ben, on sait que les instances de petite taille se résolvent bien, ben, puis on a testé, puis ils se résolvent bien avec Simplex. Donc, l'approche de résolution que nous proposons, elle tire parti de ce fait. Alors, comment nous procédons? Donc, nous procédons en deux phases. La première phase, elle décompose le problème en sous-problèmes, donc des sous-problèmes plus petits, donc plus faciles à résoudre. Les solutions de ces sous-problèmes sont ensuite combinées pour former la solution initiale. Pendant la seconde phase de l'algorithme, donc on prend cette solution initiale, puis on la donne à Simplex comme point de départ, comme on start, puis on essaie de l'améliorer. Donc, maintenant, comment décomposer le problème? Alors, il y a plusieurs façons de décomposer le problème. On peut penser à différentes façons de faire. Donc là, ce que je vais présenter sur les prochaines diapos, ce sont trois façons. C'est ce qu'on voit sur cette diapo ici, que je vais brièvement décrire. Je vais commencer par la première. Donc, la première méthode, c'est une façon assez naturelle de décomposer le problème. Donc, je rappelle qu'il y a deux types de segments de route. Il y a les autoroutes qui doivent être balayées dans la nuit. Donc, ce qu'on voit ici, là, c'est à deux chiffres. Vous voyez qu'ils ne sont pas connectés. Et puis, les segments, je veux dire. Et puis, il y a les autres routes qui peuvent être balayées soit pendant le jour, soit pendant la nuit. Donc, puisque les autoroutes ont plus de restrictions, nous les traitons en premier. Donc, nous résolvons un sous-problème qui ne considère que les autoroutes et les quarts de nuit. Donc, une fois résolu, nous ajoutons les autres segments au modèle et nous résolvons à nouveau. Ben, ce faisant, donc il y a une étape entre les deux où nous enlevons les liens au dépôt pour pouvoir ajouter d'autres tâches au quart de nuit. Parce que si on garde les liens au dépôt, cela veut dire que ça y est, on ne peut plus rien ajouter à ce shift et peut-être que sa durée n'a pas été atteinte, donc ça limite un peu nos options. Donc, comme on peut le voir sur cette illustration, enlever les liens, ça a permis de rajouter une tâche ici euh, qui correspond à un segment de route qui n'est pas une autoroute, donc qui peut aussi être fait pendant la nuit. Alors, comme on pouvait le deviner, cette décomposition, elle est simple, elle est intéressante, mais elle a ses limites. Elle ne fonctionne pas pour les contrats sans autoroute. Et donc, si, parce que l'entrepreneur, là, il a plusieurs contrats. Dans certains contrats, il n'y a pas d'autoroute comme celui qu'on voit ici sur la gauche, il n'y a que des routes provinciales à trois chiffres. Alors, s'il n'y a pas d'autoroute, ça ne marche pas parce qu'on se retrouve avec le problème original. Aussi, si le contrat, il y a seulement peu d'autoroutes,
ben, la méthode peut ne pas être très efficace puisque la taille du second sous-problème sera quasiment identique à celle du problème original, donc on n'a rien gagné. Alors, une autre méthode plus efficace consisterait à décomposer les segments en fonction de leur distance géographique plutôt que de leur type. Donc, l'idée est que deux segments proches sont probablement balayés pendant le même quart ou dans des quarts consécutifs dans une solution optimale pour minimiser les coûts de déplacement. Alors, pour appliquer cette idée, nous utilisons un algorithme inspiré de l'algorithme de coupe minimale de Fiducia-Mathésiès. C'est un algorithme classique là pour le problème de partitionnement des graphes. Et donc c'est un problème, on cherche la coupe minimale pour séparer les segments. Donc là, on a besoin de quelques paramètres. Donc, les poids à associer aux arcs et les poids à associer aux nœuds. Donc, nous associons à chaque nœud un poids égal au temps de service et à chaque arc un poids qui reflète la distance à parcourir. En fait, un grand M moins la distance, comme ça, la coupe minimale permet de séparer ben, ceux qui sont proches ensemble, donc ceux qui sont très loin ensemble. Donc, l'algorithme, il partitionne le graphe en deux. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous répétons ce processus d'une manière récursive jusqu'à ce que la charge de travail dans chaque sous-ensemble soit réalisable dans un quart de travail. Après la partition des tâches, donc par exemple, on va avoir ces tâches ensemble, ces tâches ensemble, ces tâches ensemble, ce qu'on voit ici sur la gauche. Donc, une fois qu'on a partitionné les tâches, les segments à balayer, prochaine étape consiste à aussi partitionner les quarts. Donc, on partitionne les quarts en sous-ensemble de quarts consécutifs. Et puis, chaque sous-problème, il va être associé à un sous-ensemble de tâches et de quarts. Donc, nous rajoutons les tâches et les quarts au fur et à mesure. Toujours à chaque fois, là, on fixe les variables dans la solution optimale qu'on a trouvée, mais on élimine, on garde libre, là, au free, les variables associées au lien au dépôt pour pouvoir ajouter d'autres tâches ou d'autres segments. Alors, donc ça, c'est notre deuxième méthode qui est basée sur la proximité géographique, notre deuxième méthode ou approche de décomposition. Alors, il n'y a pas une approche là qui est parfaite là, donc oui, ces sous-ensembles sont de petite taille, donc ils peuvent être résolus efficacement. Cependant, ben, comme vous pouvez le deviner aussi, la qualité de la solution peut être compromise à cause de cette décomposition. Pourquoi? Parce que les décisions qui sont prises lors des premières itérations, ils limitent les possibilités lors des itérations suivantes. Donc, une approche un peu moins myope, donc elle consiste à décomposer uniquement l'ensemble des quarts. Donc, c'est une approche inspirée d'une approche qui est connue sous le nom de voyons, time sliding heuristic. Et donc, à chaque itération, nous ne considérons qu'un sous-ensemble de quarts. Ben, toutes les tâches sont considérées ensemble, on ne décompose pas pour enlever cet inconvénient-là de myopie. Alors, nous ne considérons qu'un sous-ensemble de quarts. Alors, pour garantir l'obtention d'une solution réalisable, nous conservons les variables associées aux autres quarts, mais pour faciliter la résolution, nous relaxons la contrainte d'intégralité. Alors, une fois un sous-problème résolu, nous fixons les variables binaires donc, et nous passons à une deuxième fenêtre là, de temps, donc un certain sous-ensemble, les sous-ensembles de quarts suivants. Et on continue ainsi. Donc, ce processus, il va se terminer lorsque toutes les tâches sont affectées à des quarts appropriés. Donc, on fixe, on résout, on fixe, on résout encore, on change ben, quelles sont les variables qui sont relaxées et on continue jusqu'à ce que toutes les tâches soient affectées. Donc, c'est ça, en gros, là, en quoi consistent les trois approches de décomposition. Donc, voyons maintenant quelle approche de décomposition performe le mieux. Donc, genre, il n'y a pas de
il y a pas de, c'est un problème qui n'est pas, au meilleur de notre connaissance, il n'a pas été abordé dans la littérature, donc il n'y a pas d'instance là pour tester. Donc, nous avons généré 40 instances aléatoirement en nous basant sur l'instance que vous voyez ici, qui est une instance proposée par Vidal. Ce que nous faisons, donc dans ces instances, on a un ensemble de points là répartis géographiquement. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons lié les points là comme nord-sud et dans la direction est-ouest pour représenter les autoroutes. Ben, les autoroutes au Québec, c'est généralement nord-sud, est-ouest, donc ça fait du sens. Puis après, les autres points, nous les choisissons aléatoirement pour représenter les tronçons des routes provinciales. Alors, nous avons 40 instances qui diffèrent. Bien sûr, on veut tester comme la performance des algorithmes dépendamment de la taille. Donc, la taille, donc le nombre total des segments à balayer, il varie entre 40 et 112. Et on a deux classes d'instances. Des classes où il y a beaucoup d'autoroutes et des classes où il y a peu d'autoroutes. Donc, peu d'autoroutes, ça veut dire, donc c'est la classe S. Donc, en moyenne, c'est 25% des segments à balayer sont des segments d'autoroute. Et dans l'autre classe, en moyenne, 41% des segments à balayer représentent des segments d'autoroute, ce qui est assez réaliste selon nos discussions avec le partenaire. Maintenant, pour chaque autoroute, il y a cette histoire-là de dépôt. Est-ce qu'on a un seul dépôt ou plusieurs dépôts? Donc, pour chaque instance, nous avons testé le cas avec un seul dépôt ou trois à quatre dépôts, donc dépendamment de la taille du problème. Donc ça, je ne vais pas aller en détail, mais ça vous donne une idée sur les 40 instances. Donc, il y a le S là avec peu d'autoroutes. Puis ça vous donne une idée sur le nombre de segments d'autoroute, le nombre de segments qui représentent les autres routes, le nombre total des segments, le pourcentage d'autoroutes et le nombre total d'arcs qui nous donne la taille du problème. Donc ça résume un petit peu les tailles des problèmes qu'on va considérer. Donc, on va, pour ce qui est de l'implémentation, on a considéré deux critères d'arrêt. Donc, pour les sous-problèmes, donc pour la phase 1, comme critère d'arrêt, nous avons considéré ben, quand on obtient une solution qui est à 5% de l'optimal ou bien le temps limite est atteint, on arrête la résolution. Ben, pourquoi on ne veut pas aller à l'optimalité? Ben, bien sûr, parce que c'est, c'est juste une solution initiale qui va être améliorée par la suite, donc on n'a pas besoin de trouver une solution optimale. Maintenant, pour la deuxième phase où on améliore la solution obtenue, ben, le critère d'arrêt, c'est soit 3% de l'optimalité. Donc, on a atteint une solution qui est à 3% de l'optimalité ou bien on a atteint le temps limite. Alors, ce temps limite, il est de 2 heures pour les instances qui comprennent 80 tâches ou moins, donc les instances de taille modérée, puis il est de 2 heures et demie pour les instances qui sont plus grandes. Maintenant, ce qu'on va voir sur les prochains slides, je vais comparer, bon, on va comparer bien sûr les trois méthodes de décomposition, puis on va aussi les comparer à une approche sans décomposition où on résout le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, from scratch, là, avec Ciplex. Puis, comme critère de comparaison, ben, on a considéré les critères classiques qui est ben, la qualité de la solution puis le temps nécessaire pour trouver cette solution. Alors, on va commencer par la solution la solution initiale obtenue après la première phase de l'algorithme. Donc là, ce que vous voyez sur ce graphique, donc il y a le bleu, là, c'est la méthode où on décompose basé sur le type du segment. Donc, autoroute ou bien pas autoroute, donc ou bien jour et nuit. L'orange, c'est la méthode où on décompose basé sur la proximité, donc tout le P qu'on voit ici. Et le mauve, c'est la méthode où on ne décompose pas les tâches et on décompose seulement les quarts de travail. Donc, on garde toutes les tâches. Alors, ici, c'est ce que vous voyez, c'est le gap après la première phase, le gap de la solution initiale pour les instances où il n'y a pas beaucoup d'autoroutes, donc les instances dans la classe S et où il y a un seul dépôt. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que
Ben, les méthodes bleues et mauves, là, elles n'ont pas été capables de résoudre des problèmes de taille importante ou de taille réaliste. Donc, par exemple, la bleue, où on décompose basé sur le type, elle ne peut pas résoudre des instances avec plus que 69 tâches. L'autre, ben, dès que ça dépasse 91, on ne peut pas trouver une solution, on n'a pas été capable de trouver une solution initiale dans le temps limite. Alors, l'autre méthode qui décompose selon la proximité, elle a été plus performante. Elle a pu résoudre toutes les instances avec un gap de 6,21%. Donc, c'est une solution d'assez bonne qualité. Maintenant, si on augmente le nombre, donc les mêmes instances, donc exactement la même chose, sauf que il y a plusieurs dépôts au lieu d'avoir un seul dépôt. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que ben, c'est plus ou moins le même comportement avec un gap plus ou moins similaire, il est de 6,19%. Maintenant, si on passe au cas où il y a plusieurs autoroutes, donc le pourcentage d'autoroutes, il est élevé. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ben, la taille des problèmes qui peuvent être résolus, elle est un peu plus large. Donc, à partir de 100, c'est là où on ne peut pas trouver une solution initiale avec la bleue et la mauve. L'autre méthode, l'orange, elle demeure efficiente. Ben, elle trouve des solutions avec un gap moyen de 6,70%. Le même comportement lorsqu'on a plusieurs dépôts, plus ou moins. Ce qu'on peut observer. Plusieurs dépôts à l'air. Lorsqu'on a plusieurs dépôts, le problème devient plus facile à résoudre. Les tailles sont donc aussi, par exemple, la bleue, on voit qu'elle peut aller jusqu'à une taille de 108. Donc, avec des solutions de bonne qualité. Donc, 9 des 10 problèmes ont pu être résolus dans le temps limite. Et pour 8 d'entre elles, le gap, il est de 5,81%. L'autre méthode, ben, 7 sur 10 avec un gap de 5,78. Et puis, l'orange, ben, toujours là, comme elle est très performante, avec un gap de 5,84%. En fait, le point important là, c'est que lorsqu'elles arrivent à résoudre, ben, elles ont une performance plus ou moins similaire. Et la différence, c'est au niveau de la taille des problèmes qui peuvent être résolus rapidement. Maintenant, si on regarde le temps, donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste mentionner le temps de la méthode la plus performante. Donc, on voit qu'il varie entre 10 minutes et 20 minutes. Donc, on trouve ces solutions d'assez bonne qualité dans un temps assez raisonnable pour l'application qu'on est en train de considérer. Donc ça, c'est pour la première phase, là, pour construire la solution initiale. Maintenant, comme j'ai mentionné tout à l'heure, cette solution est améliorée. Donc, on va aller pendant la deuxième phase de l'algorithme. Donc, on va aller regarder les gaps et les temps de résolution. Donc, si je commence par les instances, encore une fois, avec peu d'autoroutes, un seul dépôt. Donc, on voit que le gap, il descend à 3,67% pour la méthode qui décompose basée sur la proximité. Et puis, on voit que, parce que je rappelle, le critère d'arrêt pour la deuxième phase, il est de 3%. Donc, euh, qu'est-ce qui explique que les temps de résolution sont élevés ici? C'est qu'on n'arrive pas, après 1 heure et demie, à descendre le gap en bas de 3%. Lorsqu'on a plusieurs dépôts, donc on a plus ou moins le même comportement. La méthode Orange, là, elle trouve de bonnes solutions avec un gap de 3,5% en moyenne. Euh, Encore, elle a de la difficulté à descendre le gap en bas de 3% euh, dans le 2 heures et demie, là, qui est le temps limite, sauf pour cette instance. Alors, si on passe au cas où on a un plus grand pourcentage d'autoroutes, Ciplex, il n'a pas été. Donc là, je vais prendre donc Ciplex, là, quand on l'utilise sans
sans décomposition. Il y a seulement deux des 10 instances petites qui ont pu être résolues donc pendant le temps limite. Le gap, il est élevé, il est de 24,51%, alors que la méthode Orange, là, comme elle est capable de trouver des solutions de bonne qualité rapidement, donc des solutions avec un gap de 4,82% en moyenne. Les trois méthodes, encore une fois, comme pour les autres instances, elles ont de la difficulté à descendre le gap en bas de 3% lorsque la taille est grande. Maintenant, lorsqu'il y a plusieurs dépôts, c'est encore plus ou moins le même comportement, sauf que on dirait que la présence de plusieurs dépôts rend les instances plus simples à résoudre, plus faciles à résoudre. Donc, Simplex, par exemple, il a été très performant pour les instances de petite taille. Il a pu les résoudre toutes avec un gap de 1,29%. La méthode de décomposition, ben, elle est plus performante dans le sens où elle peut résoudre des instances de plus grande taille, donc la taille des problèmes plus élevée, et le gap, il est de 3,44%. OK, donc c'est ça en gros. Pour ceux qui aiment les chiffres, euh, parce qu'on ne peut pas voir grand-chose là, des graphiques où on ne peut pas voir les détails. Donc ici, j'ai mis un résumé des détails. Euh, Encore une fois, le message est que, ben, comme on peut le voir, il y a beaucoup d'orange. Donc, c'est la méthode orange basée sur la proximité qui est la plus performante. Les autres méthodes, des fois, elles, elles, elle l'emporte, mais c'est rare. Donc, comme on peut le voir ici. L'orange, c'est la meilleure méthode tant en termes de le nombre d'instances qui peuvent être résolues euh, en un temps limite. Donc, toujours, elle est capable de les résoudre. Et puis, en termes du temps de résolution, donc une demi-heure ici, là, comme maximum, là, comme c'est le temps maximum là qu'on a donné. Et avec des gaps, donc ça trouve des gaps pas très élevés, donc des solutions proches de l'optimal. La même chose, donc ça c'est pour les S où il n'y a pas beaucoup d'autoroutes. Lorsqu'il y a beaucoup d'autoroutes, c'est la même chose, plus ou moins. Là, tel qu'on l'avait, comme on s'y attendait, que la méthode où on décompose basée sur le type des segments va être performante ben, lorsque il y a beaucoup de segments d'autoroute. N'empêche que l'orange, elle est toujours performante, peu importe la taille, peu importe le type de l'instance. Alors, donc là, c'était toutes des instances générées aléatoirement. C'est pas la réalité. On a essayé de mimiquer la réalité, mais c'est pas la réalité. Alors là, on a pris un contrat que le partenaire, qui est Arsenault, là, la compagnie de balayage, a remporté plusieurs fois. Donc, il s'agit de Victoriaville, là, au centre du Québec. Ça, c'est la figure que je vous ai montrée tout à l'heure. Je rappelle les rangs. Puis là, ici, c'est les segments à balayer. Il y a en fait au total 174 segments. Et il y a 46 qui représentent l'autoroute 20, qui sont sur l'autoroute 20. Et puis il y a 128 segments qui sont des routes provinciales à trois chiffres. Puis généralement, le partenaire il considère quatre dépôts différents. Donc, il y a des dépôts que c'est le ministère de Transport qui les met à leur disposition. Puis il y a des dépôts où juste l'entreprise, elle trouve qu'elles sont dans des endroits stratégiques. Soit c'est un parking d'un hôtel là où les équipes passent la nuit. Donc, je rappelle, les dépôts là, c'est là où les équipes changent et puis c'est là où on conserve le matériel. Soit c'est avec euh, un agrément avec le ministère des Transports du Québec ou une autre entreprise, on leur donne la possibilité d'utiliser ces endroits pendant les opérations de balayage.
On a résolu, là, on a essayé de résoudre cette instance avec les trois méthodes que j'ai montrées tout à l'heure, donc les trois méthodes de décomposition et aussi sans décomposition. On a donné à Simplex et aux trois méthodes le même temps, donc comme critère d'arrêt qui est 2 heures et demie. Et puis là, après 2 heures et demie, il n'y a aucune méthode qui a pu trouver une solution entière, sauf la méthode orange, là, de tout à l'heure, qui est basée sur la décomposition en considérant, en considérant la proximité géographique. Donc, on voit ici que le gap initial, il est de 8%. On a trouvé ces solutions après 100 minutes. Puis pendant la deuxième phase de l'algorithme de résolution, ce gap a été réduit à 0,92%. Donc, c'est une solution très proche de l'optimal. Puis, ça s'est arrêté là lorsqu'on a atteint le temps limite qui est de 2 heures et demie. Donc là, c'est super. Donc, on a pu résoudre une instance réelle. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est la comparer avec la solution générée manuellement par l'entreprise. Ici, on voit une figure de la solution. J'ai demandé à Omar là, de faire la figure. Il n'a pas eu beaucoup de temps, donc c'est un peu comme un coloriage d'un enfant euh, de 3 ans, je m'excuse là, comme elle n'est pas bien faite, mais ça vous donne une idée sur les itinéraires. Donc, il y a 5 shifts. On a demandé à l'entreprise ben, combien de shifts là, comme ils vont faire, ou combien de quarts de travail pour honorer ce contrat. Puis là, d'après ce qu'ils ont fait, là, ça prend 15 shifts. Donc 15 quarts. Donc on voit que le temps, il a diminué donc par un facteur de 3. En fait, c'est 15,5 shifts là, mais on va dire que c'est un facteur de 3. Donc un facteur de 3, c'est beaucoup d'argent. En plus, l'entreprise, elle peut utiliser la flotte pour aller honorer d'autres contrats. Donc c'est très important pour eux. Donc c'est une très bonne solution. Et en plus de ça, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ils le font manuellement. Ça prend plusieurs heures de travail et beaucoup de personnel, puis comme beaucoup de coordination, où est-ce que tu es rendu, où est-ce que tu es là, comme, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça leur épargne cet effort. Donc on a une solution rapidement en 2 heures et demie, puis comme on n'a pas besoin de se casser trop la tête, comment on va le faire. Ceci m'amène à la fin de cette présentation. Donc, pour résumer, donc, j'ai parlé d'un problème très pratique, qui est une situation qui existe, pas seulement au Québec, ben, aussi ailleurs. Je rappelle, on a besoin de faire du balayage printanier, pas seulement au Québec, mais dans différentes provinces du Canada et dans différents pays, là où il y a l'hiver rigoureux. Et donc, c'est des appels d'offres parce que c'est de l'argent de contribuables. Il y a des entreprises qui font ça. Puis là, les entreprises, ben, ils ont une marge de profit très fine et puis ils doivent faire ça rapidement. Donc, trouver les itinéraires ou les routes d'une façon manuelle, c'est une tâche ardue. Donc, notre objectif était de automatiser ce processus, utiliser la recherche opérationnelle là, pour résoudre ce problème pratique. Et comme on l'a vu, donc nous avons formulé le problème avec une formulation par nœud, la formulation qui existe dans la littérature. euh, donc c'est une formulation par arc qui n'est pas très efficiente. On a proposé différentes, trois là, méthodes de décomposition pour résoudre le problème efficacement. Donc, il s'est avéré, d'après les tests, que celle qui est basée sur la décomposition ou la proximité géographique est celle qui est la plus performante. Elle permet de résoudre le problème en des temps et à une optimalité qui est appropriée pour l'application là qui nous a motivés pour considérer ce problème. Les résultats sur les instances réelles sur les instances générées aléatoires sont prometteuses. Puis, plus important encore, c'est une application réelle, donc il faut que ça fonctionne sur les instances réelles.
Donc, ça a bien fonctionné. Le partenaire, il est content, si je peux dire ça comme ça. Et puis là, en termes de perspective de recherche future, donc on vient de commencer sur ce projet. On n'a pas considéré toutes les contraintes. On voulait juste là bien comprendre le problème et sa structure. Donc, il y a d'autres contraintes pratiques qui peuvent être rajoutées au problème. Je pourrais citer en particulier comme il y a des contraintes de précédence, il y a certaines tronçons, on va dire, qui ont la priorité sur d'autres. Donc, par exemple, pour un contrat donné, nos discussions avec le partenaire, là, le ministère avait demandé de faire une certaine route en priorité parce qu'il allait y avoir un événement là de vélo. Il y a aussi des contraintes où il faut que ça aille au même niveau, là, comme le niveau d'avancement. Donc, on divise par secteur, puis le niveau d'avancement dans les différents secteurs doit être comme plus ou moins équilibré. L'autre affaire qu'on peut aussi considérer dans le futur, c'est que tous les paramètres du problème qu'on a considérés sont supposés être déterministes, alors qu'on sait que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, les temps ne sont pas nécessairement connus avec certitude. L'une des raisons, c'est parce que la quantité d'abrasifs, là, qui reste, elle dépend, elle change d'un hiver à l'autre, dépendamment de la sévérité d'hiver, dépendamment euh, euh, du vent et ainsi de suite. Et donc, le temps, il y a l'hiver, là, la quantité d'abrasifs, elle a un impact sur le temps de balayage. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut considérer dans le futur. Aussi, à l'équipement, les brosses, etc., ils ont souvent des pannes d'équipement. Donc, ça aussi, on peut l'intégrer dans le futur. Et puis, là, principalement, on a utilisé des heuristiques de décomposition et Simplex. On peut développer dans le futur des méthodes qui sont plus efficientes. Ça peut être des méthodes exactes ou des méthodes heuristiques. D'ailleurs, nous avons une étudiante là qui travaille sur une formulation par patte, là, par chemin, pour ce problème, pour pouvoir développer une méthode de génération de colonnes. On ne sait pas si elle va être plus performante ou non, mais c'est quelque chose qu'on est en train de considérer. Alors voilà, c'est tout. Merci pour votre attention.